Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous irons d'abord à Fort Campbell dans le Kentucky, une des 25 bases militaires américaines qui accueille les soldats blessés ou qui souffrent de stress post-traumatique pour les aider à retrouver un semblant de vie normale. À Beyrouth, une équipe de France 24 a rencontré des Assyriens contraints de quitter la Syrie face aux exactions de l'organisation de l'État islamique. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmènerons dans le plus grand bassin ostréicole d'Europe, à Marennes-Oléron. Ici, sur la façade atlantique, les paysans de la mer travaillent avec un savoir-faire unique. Cap sur le détroit d'Ormuz, plaque tournante de la contrebande à la pointe du sultanat d'Oman. C'est par ce couloir maritime que circule illégalement tout genre de marchandises vers l'Iran sur fond d'embargo commercial. Au Pakistan, les chrétiens sont de plus en plus menacés par les talibans. Nous irons à Lahore où la communauté pense toujours ses plaies un mois après le double attentat suicide contre une église. Au Venezuela, coup de projecteur sur la ville rebelle de San Cristobal, épicentre de la contestation contre le président Nicolás Maduro où le bras de fer entre chavistes et opposants ne faiblit pas. Fin mars, les États-Unis annoncent que le retrait d'Afghanistan va se faire plus lentement que prévu. Près de 10 000 soldats américains, soit 2 fois plus que prévu, vont rester sur place jusqu'à fin 2015, avant un retrait définitif fin 2016. C'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Avec l'opération en Irak, elle aura laissé de profondes cicatrices. Plus de 6 000 Américains morts et des dizaines de milliers de blessés. Pour accueillir ces derniers, des unités très spéciales ont été créées dans l'armée américaine, les bataillons de transition des guerriers. Ils permettent à ceux qui ont souffert au combat de se recréer une vie tout en restant provisoirement soldats avec une discipline militaire et une solde pleine. Les correspondants de France 24 aux États-Unis, Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crowder, se sont rendus à Fort Campbell dans le Kentucky. Le camp de base de la fameuse 101e Airborne accueille aussi un bataillon de blessés de guerre. Voyez le reportage. C'est l'autre visage de l'après-guerre, les cohortes de blessés de l'armée américaine. Ces hommes font tous partie du Warrior Transition Battalion, une unité très différente des autres. Yoga, 6:30 in the morning to 7:30. Ici, chaque soldat a une mission, se rétablir, soit pour commencer une autre vie, comme le sergent Benson qui apprend le métier de cuisinier, soit pour retourner servir, comme le sergent Chamitoki, ce natif du Togo, devenu américain en entrant dans l'armée, a été blessé gravement à l'entraînement. J'avais les 2 jambes brisées, j'ai cru que tout était perdu, mais quand on m'a envoyé ici, ils ont pris soin de moi. Pourtant, au début, je n'arrivais pas à me tenir sur mes jambes plus de 10 minutes. Il y a les blessures visibles et il y a les traumatismes psychologiques. Beaucoup de soldats de l'unité souffrent d'un mélange des deux. C'est le cas du sergent Benson. Sous les yeux de sa femme qui l'accompagne partout, il essaye de se remettre de nombreuses blessures de combat, en Irak puis en Afghanistan. Le dos, des maux de tête récurrents soignés par de l'acupuncture et un syndrome de PTSD, trouble de stress post-traumatique. En général, c'est très efficace contre les maux de tête, mais aussi contre d'autres types de douleurs. La dernière attaque que j'ai survécue, c'était une grenade russe, lancée depuis une position des talibans dans la vallée d'Arghandab, en Afghanistan. Après ça, je suis rentré à la maison et les choses ne tournaient plus vraiment rond dans ma tête. Quand vous rentrez et qu'on vous dit que vous ne pourrez plus jamais repartir, c'est comme si une petite part en vous se déchirait à jamais. J'avais alors l'impression d'être comme un oiseau à l'aile cassée, entouré de chats, tous prêts à me dévorer. Fort Campbell va encore envoyer des troupes en Afghanistan. Le retrait sera plus lent que prévu et ces soldats doivent se rétablir à marche forcée s'ils veulent se battre à nouveau.
Ça se passe très bien, j'y arrive, je le sens là. Le sergent Chamitoki espère revenir dans les rangs dès cet été. C'est l'option retour, offerte par le bataillon, quand d'autres choisissent l'option sortie, reconversion vers une nouvelle vie. Là, je fais blanchir ces carottes pour qu'elles aient la bonne consistance avant de les rajouter dans le riz. Ça fait partie de mon plan de transition, c'est une thérapie pour moi. Ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille avec le chef cuisinier. Cette cuisine, sur la base, c'est l'apprentissage d'un nouveau métier. Mais c'est aussi l'endroit pour réapprendre la vie sociale, l'activité pour échapper aux cauchemars récurrents du guerrier blessé. Ces cauchemars, ces idées noires, elles peuvent te voler une vie entière. Ça a été un gros problème ici à Fort Campbell. Ici, il y a eu beaucoup de suicides et de choses comme ça, parce que les soldats n'arrivaient pas à trouver une porte de sortie à leur carrière de soldat, une transition vers une autre vie. Avec le temps, avec la fin des guerres en Irak et en Afghanistan, le type de blessures soignées ici a changé. Moins de blessures par balle, moins d'amputations et plus de blessures psychologiques. Les effectifs ont eux aussi évolué. Ils étaient près de 800 il y a 2 ans. Ils sont autour de 200 à être soignés ici aujourd'hui. À ce jour, 65 000 soldats sont passés par ces unités de transition. Près de la moitié d'entre eux ont pu reprendre leur service à plein temps. Voilà comment une nation reconnaissante montre qu'elle soutient ses soldats et qu'elle comprend bien toutes les choses qu'ils ont pu endurer. Des bataillons comme celui-ci, il y en a 25 à travers le pays. 4000 soldats au total, tous payés à pleine solde pour retrouver une vie normale. Entre l'Irak et l'Afghanistan, les États-Unis auront été en guerre pendant 15 ans. Il faudra du temps, une génération peut-être, pour laisser derrière les traumatismes de ces conflits. Certains soldats ont même décidé de retrouver un semblant de vie normale par leurs propres moyens, comme Travis Mills, un ancien sergent-major et un des 5 quadruples amputés à avoir survécu à la guerre. Il a perdu ses jambes et ses bras dans l'explosion d'une bombe lors de son 3e déploiement en Afghanistan. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, il est en train de faire rénover un immense domaine dans la campagne du Maine aux États-Unis. Son but, réhabiliter cette ancienne propriété boisée pour en faire le premier lieu pleinement dédié au bien-être et à la réinsertion des vétérans blessés au combat et à leurs familles. Avant la guerre en Syrie, la communauté assyrienne comptait environ 5000 personnes au Liban, installées entre les quartiers assyriens de Sed el-Baouchriye et d'Ashrafieh, ainsi qu'à Zahle et à Sarba. Aujourd'hui, et depuis l'éclatement du conflit en Syrie en mars 2011, ils sont un peu plus de 10 000 personnes. Ils habitent toujours ces mêmes quartiers et louent des maisons également à Bourj Hamoud, Raouda, Sabtieh et des Kohénés. Ils passent quelques mois, voire une année au Liban avant de partir vers l'Europe, les États-Unis ou encore l'Australie. Ils sont plusieurs familles à vivre sous un même toit et tentent de joindre les deux bouts tout en préservant leur dignité. Ils ont tous des histoires d'horreur à raconter, celles de périples sous les bombes, pour ensuite faire 1300 km en voiture afin de venir à Beyrouth, où une équipe de France 24 les a rencontrés. C'est un sujet signé Selim El-Medeb. Chaque dimanche, ils sont un peu plus nombreux à répondre à l'appel des cloches de l'église Saint-Georges, au cœur du quartier assyrien de Beyrouth. Depuis un mois, plus d'1 millier d'Assyriens de Syrie y ont trouvé refuge. Le Liban, qui a fermé sa frontière aux réfugiés syriens, a fait une exception pour eux. Ici, nombreux sont ceux qui ont des proches otages des djihadistes, mais les autorités religieuses leur ont interdit de parler à la presse pour ne pas mettre leur vie en danger. Seuls quelques jeunes osent braver l'interdit. Bachar, arrivé il y a 6 mois, a même envisagé de repartir pour défendre son village. Moi, en tant que jeune, je me suis dit, rassemblons-nous et allons nous battre. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes une minorité. Nous ne sommes pas assez nombreux pour combattre et libérer notre terre. Cet homme, qui tient à garder l'anonymat, a combattu pendant 2 ans avec les gardiens du Khabour. La milice assyrienne a été décimée par l'offensive djihadiste du mois dernier.
Il a choisi l'exil quand les parents de sa femme ont été pris en otage avec 200 autres villageois. J'ai pris ma décision le jour où j'ai appris que ses parents ont été enlevés. Il n'y avait plus personne pour prendre soin d'elle. Elle est enceinte et si je meurs, qui s'occupera d'elle? Qui la fera vivre? Même si je voulais rentrer, je n'ai nulle part où aller. Les maisons ont été pillées, détruites, brûlées. Les églises ont été incendiées et dynamitées. Pourquoi je rentrerais? 16 réfugiés s'entassent dans ce 2 pièces. Ils ont eux aussi des proches aux mains des djihadistes. Les plus âgés ont l'impression de revivre les traumatismes déjà endurés par leurs parents et grands-parents avant eux. En 1915, les Assyriens ont subi ce que certains historiens considèrent comme un génocide aux mains des troupes ottomanes. En 1933, ils ont été massacrés en Irak. Ils nous ont déracinés. On a fui la Turquie et l'Irak pour se réfugier en Syrie. Et là, vous voyez ce qu'ils nous font? Ils nous déracinent encore une fois. On cherche un endroit sûr, mais on ne sait pas où aller. Cet endroit sûr, certains pensent l'avoir trouvé, loin du Moyen-Orient. Ce baptême a des allures d'adieu pour ce jeune père. S'il espère encore pouvoir élever sa fille dans la région, ses parents, eux, partiront pour l'Australie dans moins d'une semaine. Le Saint-Siège appelle la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard pour protéger les chrétiens du Moyen-Orient, berceau de la chrétienté. À l'ONU, l'Observatoire permanent du Vatican, Monseigneur Bernardito Auza, a récemment rappelé que la disparition des minorités chrétiennes serait non seulement une tragédie religieuse, mais aussi une perte du riche patrimoine culturel et religieux du Moyen-Orient. L'archevêque a par ailleurs exhorté la communauté internationale à faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter et prévenir toute nouvelle violence systématique contre des minorités ethniques et religieuses et à aider les pays voisins à prendre soin des réfugiés et à les accueillir. Restez sur Futur TV, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.